Le moine. Deuxième partie du troisième chapitre. Vous marchez bien armé, dis-je. Il est vrai, monsieur, répliqua Robert. Nous avons quitté Strasbourg tard ce soir, et il est nécessaire de prendre des précautions quand on passe de nuit cette forêt. Elle ne jouit pas d'une bonne réputation, je vous assure. Comment? Dit la baronne. Y a-t-il des voleurs par ici? On le dit, madame. Pour ma part, j'ai traversé le bois à toute heure, et jamais je n'en ai rencontré un. Marguerite revint. Ses beaux-fils l'attirèrent à l'autre bout de la chambre et lui parlèrent bas quelques minutes. Au regard qu'elle jetait vers nous, par intervalles, je conjecturai qu'il s'informait de ce que nous venions faire dans la cabane. La baronne, cependant, exprimait ses craintes que son mari ne fût bien inquiet d'elle. Elle avait eu l'intention d'envoyer un de ses valets informer le baron de ce retard. Mais ce que les jeunes gens lui racontaient de la forêt rendait ce plan impraticable. Claude l'attira d'embarras. Il lui apprit qu'il était obligé d'aller cette nuit à Strasbourg, et si elle voulait le charger d'une lettre, elle pouvait compter qu'il la remettrait fidèlement. « Et d'où vient, dis-je, que vous n'avez aucune crainte de rencontrer ces voleurs ? » « Hélas, monsieur, un pauvre homme qui a une nombreuse famille ne doit pas perdre un profit certain parce qu'il s'y joint un peu de danger. Et peut-être, monseigneur le baron me donnera une bagatelle pour ma peine. D'ailleurs, je n'ai rien à perdre que ma vie, et elle ne vaut pas la peine d'être prise par les voleurs. » Je trouvai le raisonnement mauvais, et je l'engageai à attendre jusqu'au matin. Mais comme la baronne ne me secondait point, je fus forcé de céder. La baronne Lindenberg, je l'ai reconnue par la suite, était depuis longtemps habituée à sacrifier l'intérêt des autres au sien. Et le désir qu'elle avait d'envoyer Claude à Strasbourg l'aveuglait sur le danger de l'entreprise. En conséquence, il fut décidé qu'il se mettrait en route sans délai. La baronne écrivit une lettre à son mari, et j'envoyai quelques lignes à mon banquier pour le prévenir que je ne serais que le lendemain à Strasbourg. Claude prit nos lettres et quitta la cabane. La dame déclara qu'elle était très fatiguée du voyage. Outre qu'elle venait déjà d'une certaine distance, les postillons avaient imaginé de s'égarer dans la forêt. Elle s'adressa donc à Marguerite, la priant de la mener à sa chambre, où elle désirait de prendre une demi-heure de repos. Une des femmes de chambre fut aussitôt appelée. Elle parut avec une lumière, et la baronne la suivit en haut. Le couvert devait se mettre dans la pièce où j'étais, et Marguerite me donna bientôt à entendre que je la gênais. La vie était trop claire pour ne pas être aisément compris. Je demandai donc à un des jeunes gens de me conduire à la chambre où je devais coucher, et où je pourrais rester jusqu'à ce que le souper fût prêt. « Quelle chambre est-ce, mère ?» dit Robert. « Celle qui est tendue de verre, répondit-elle. Je viens de prendre la peine de la préparer, et j'ai mis des draps blancs au lit. Si monsieur s'amuse à se vautrer dessus, il pourra bien le refaire à ma place. »« Vous êtes de mauvaise humeur, mère, mais ce n'est pas une nouveauté. Ayez la bonté de me suivre, monsieur. » Il ouvrit la porte et s'élança vers un escalier étroit. « Vous n'avez pas de lumière, dit Marguerite. Est-ce votre cou ou celui de monsieur que vous avez envie de rompre ?» Elle vint entre nous et mit une chandelle dans la main de Robert, qui, l'ayant reçue, commença à monter l'escalier. Jacques était occupé à mettre la nappe et me tournait le dos. Marguerite profita du moment où nous n'étions pas observés. Elle me saisit la main et la serra fortement. « Regardez les draps, dit-elle en passant près de moi. » Et aussitôt, elle reprit sa première occupation. Étonné de la brusquerie de son geste, je restai comme pétrifié. La voix de Robert, qui m'invitait à le suivre, me rappela à moi-même. Je montai l'escalier. Mon guide m'introduisit dans une chambre
où un excellent feu de bois flambait dans la cheminée. Il mit la lumière sur la table, s'informa si j'avais d'autres ordres à donner, et, ayant su que non, il me laissa. Vous pouvez bien penser que dès l'instant où je me trouvais seule, je suivis le conseil de Marguerite. Je me hâtai de prendre la chandelle, je m'approchai du lit et je défis la couverture. Quelle fut ma stupéfaction, mon horreur, en voyant les draps rouges de sang. En ce moment, 1000 idées confuses me traversèrent l'esprit. Les voleurs qui infestaient le bois, l'exclamation de Marguerite au sujet de ses enfants, les armes et l'apparence des deux jeunes gens, et les différentes anecdotes que j'avais entendues raconter sur l'intelligence secrète qui existe fréquemment entre les bandits et les postillons, toutes ces circonstances furent autant de lueurs qui me remplirent de doutes et d'appréhension. Je pesais dans ma tête les moyens les plus probables de m'assurer de la justesse de mes conjectures, quand, soudain, j'entendis en bas quelqu'un qui allait et venait d'un pas agité. Tout m'était devenu sujet de soupçon. Je m'approchai avec précaution de la fenêtre, laissée ouverte, en dépit du froid, pour aérer la chambre qui était restée longtemps inoccupée. Je me hasardai à regarder au dehors. La clarté de la lune me permit de distinguer un homme que je reconnus sans peine pour mon hôte. J'épiai ses mouvements. Il marchait vite, puis s'arrêtait, et paraissait écouter. Il frappait du pied et se battait la poitrine avec ses bras, comme pour se garantir de la rigueur de la saison. Au moindre bruit, si l'on entendait une voix dans le bas de la maison, si une chauve-souris l'effleurait, ou que le vent gronda dans les branches dégarnies, il tressaillait et regardait autour de lui avec anxiété. « Que le diable l'emporte, dit-il enfin avec une extrême impatience. Qu'est-ce qu'il peut faire ?» Il parlait à voix basse, mais comme il était juste sous ma fenêtre, je distinguai aisément ses paroles. En ce moment, j'entendis des pas qui s'approchaient. Baptiste alla vers le son. Il rejoignit un homme qu'à sa petite taille et au corps suspendu à son cou, je reconnus pour n'être ni plus ni moins que mon fidèle Claude que je supposais déjà en route pour Strasbourg. Espérant que leur entretien jetterait quelque lumière sur ma position, je m'empressai de me mettre en état d'écouter sans danger. Dans ce but, j'éteignis la chandelle qui était sur la table près du lit. La flamme du feu n'était point assez forte pour me trahir, et je repris aussitôt ma place à la fenêtre. Les objets de ma curiosité s'étaient arrêtés directement au-dessous. Je suppose que pendant mon absence momentanée, le bûcheron avait blâmé Claude de sa lenteur, car, lorsque je revins à la croisée, ce dernier s'efforçait de se disculper. « Quoi qu'il en soit, ajouta-t-il, ma diligence va réparer le temps perdu. »« À cette condition, répondit Baptiste, je te pardonne volontiers. Mais en vérité, puisque tu as part égale dans toutes nos prises, ton propre intérêt est d'y mettre toute l'activité possible. Ce serait une honte de laisser échapper un tel butin. Tu dis que cet Espagnol est riche ? Son domestique s'est vanté à l'auberge que les effets qui étaient dans leur chaise valaient plus de 2000 pistoles. Oh, comme je maudis l'imprudente vanité d'Esteban. Et on m'a dit, continua le postillon, que cette baronne porte avec elle une cassette de bijoux d'une immense valeur. Cela peut être, mais j'aimerais autant qu'elle ne fût pas venue. L'Espagnol était une proie certaine. Mes garçons et moi, nous serions facilement venus à bout de lui et de son domestique, et nous aurions partagé entre nous 4 les 2000 pistoles. À présent, il faut admettre la bande au partage, et encore toute la couvée peut nous échapper. Si nos amis sont déjà allés prendre leurs différents postes avant que tu n'arrives à la caverne, tout sera perdu. La suite de la dame est trop nombreuse pour que nous puissions être les plus forts. À moins que nos associés n'arrivent à temps, il faudra que nous laissions partir demain ces voyageurs comme ils sont venus. C'est diablement malheureux que mes camarades qui menaient le carrosse soient précisément ceux qui ne font pas partie de la troupe,
Mais ne crains rien, Baptiste. En 1 heure, je serai à la caverne. Il n'est encore que 10 heures, et à minuit, tu peux compter sur l'arrivée de la bande. Jusque-là, prends garde à ta femme. Tu sais quelle répugnance elle a pour notre genre de vie, et elle pourrait bien trouver moyen d'instruire de nos projets les domestiques de la dame. Oh, je suis sûre de son silence. Elle a trop peur de moi, et elle aime trop ses enfants pour oser trahir mon secret. D'ailleurs, Jacques et Robert ont l'œil sur elle, et elle n'a pas la permission de mettre le pied hors de la cabane. Les domestiques sont en sûreté dans la grange. Je tâcherai de tenir tout paisible jusqu'à l'arrivée de nos amis. Si j'étais sûre que tu pusses les trouver, j'expédierais tout de suite les étrangers, mais comme il est possible que tu manques la bande, je craindrais que leurs domestiques ne vinssent nous les redemander demain matin. Et si l'un des voyageurs découvrait notre dessein? Alors il faudra poignarder ceux qui sont en notre pouvoir et faire de notre mieux pour venir à bout du reste. Cependant, pour éviter d'encourir le risque, va vite à la caverne. La bande ne la quitte pas avant 11 heures, et si tu fais diligence, tu arriveras à temps pour les arrêter. Dis à Robert que j'ai pris son cheval, le mien a cassé sa bride et s'est sauvé dans les bois. Quel est le mot d'ordre? La récompense du courage. Il suffit. Je cours à la caverne. Et moi, je rejoins mes hôtes, de peur que mon absence ne fasse naître quelques soupçons. Adieu, et de l'activité. Les deux dignes associés se séparèrent. L'un dirigea ses pas vers l'écurie, tandis que l'autre revenait vers la maison. Vous pouvez vous figurer ce que je dus éprouver pendant cette conversation, dont je ne perdis pas une seule syllabe. Je n'osais me livrer à mes réflexions, et aucun moyen ne se présentait d'échapper au danger qui me menaçait. Je savais que la résistance serait vaine. J'étais sans armes et seul contre tous. Toutefois, je résolus du moins de vendre ma vie aussi cher que possible. Craignant que Baptiste ne s'aperçût de mon absence et ne me soupçonnât d'avoir entendu le message dont Claude avait été chargé, je me hâtai de rallumer ma chandelle et de quitter la chambre. En descendant, je trouvai le couvert mis pour 6 personnes. La baronne était assise au coin du feu, Marguerite occupée à assaisonner une salade, et ses beaux-fils causaient ensemble à voix basse à l'autre bout de la pièce. Baptiste, qui avait le tour du jardin à faire pour atteindre la porte de la cabane, n'était point encore arrivé. Je m'assis tranquillement en face de la baronne. D'un coup d'œil, je prévins Marguerite que son avis n'avait pas été perdu. Comme je la trouvais différente à présent, ce qui m'avait paru d'abord humeur sombre et maussade n'était plus que dégoût de ses compagnons et compassion de mon danger. Je voyais en elle ma seule ressource, mais la sachant surveiller d'un œil méfiant par son mari, je ne pouvais guère compter sur les efforts de sa bonne volonté. En dépit de toutes mes tentatives pour la cacher, mon agitation n'était que trop visiblement écrite sur mon visage. J'étais pâle, et mes paroles ainsi que mes gestes étaient pleins de désordre et de gêne. Les jeunes gens le remarquèrent et en demandèrent la cause. Je l'attribuai à un excès de fatigue et au violent effet de ce froid rigoureux. S'ils me crurent ou non, je ne saurais le dire, du moins ils cessèrent de m'embarrasser de leurs questions. J'essayai de distraire mon attention des périls qui m'environnaient en causant de différents sujets avec la baronne. Je parlais de l'Allemagne et de l'intention où j'étais de la parcourir immédiatement. Dieu sait si en ce moment je croyais la voir jamais. Elle me répondit avec beaucoup d'aisance et de politesse, m'assura que le plaisir d'avoir fait connaissance avec moi compensait amplement un retard dans son voyage, et elle m'invita avec instance à m'arrêter quelque temps au château de Lindenberg. Comme elle disait cela, les jeunes gens échangèrent un malicieux sourire qui signifiait qu'elle serait heureuse si elle arrivait elle-même jusqu'à ce château. Ce mouvement ne m'échappa point. Cependant, je cachai l'émotion qui l'excita dans mon sein.
Je continuai de causer avec la dame, mais mes paroles étaient si souvent incohérentes que, elle me l'a dit depuis, elle commença à craindre que je ne fusse pas dans mon bon sens. Le fait est que, tandis que ma conversation traitait d'un objet, mes pensées étaient entièrement occupées d'un autre. Je calculais les moyens de quitter la cabane, d'arriver jusqu'à la grange et d'informer les domestiques des desseins de notre hôte. Je fus bientôt convaincu de l'impossibilité d'une telle tentative. Jacques et Robert épiaient chacun de mes gestes d'un œil attentif, et je fus obligé de renoncer à mon idée. Il ne me restait plus qu'une espérance, c'était que Claude ne trouvât pas les bandits. En ce cas, d'après ce que j'avais entendu, on devait nous laisser partir sains et saufs. Je frissonnais malgré moi quand Baptiste rentra dans la salle. Il fit beaucoup d'excuses de son absence, mais il avait été retenu par des affaires impossibles à remettre. Puis il demanda la permission que sa famille soupât à la même table que nous, liberté que, sans cela, le respect lui interdirait de prendre. Oh, comme dans mon cœur je maudis l'hypocrite! Quelle horreur m'inspirait la présence de cet homme, prêt à me priver d'une existence qui m'était alors infiniment chère. J'avais toutes les raisons possibles de tenir à la vie. Jeunesse, richesse, rang, éducation, et devant moi, l'avenir le plus beau. Je voyais cet avenir sur le point de se clore de la manière la plus affreuse. Et pourtant, j'étais forcé de dissimuler et de recevoir avec un semblant de reconnaissance les fausses civilités de celui qui tenait le poignard levé sur mon sein. La permission que notre hôte demandait fut accordée sans peine. Nous nous mîmes à table, la baronne et moi occupions un des côtés. Les fils étaient en face de nous, le dos à la porte. Baptiste prit place à côté de la baronne, au haut bout, et la chaise à côté de la sienne fut laissée pour sa femme. Elle entra bientôt et posa devant nous un simple mais bon repas de paysan. Notre homme crut devoir s'excuser de cette maigre chair. Il n'avait pas été prévenu de notre arrivée, il ne pouvait nous offrir que le souper destiné à sa famille. Mais, ajouta-t-il, si quelque événement retenait mes nobles hôtes plus longtemps qu'ils ne comptent rester en ce moment, j'espère alors pouvoir les mieux traiter. Le scélérat! Je savais l'événement auquel il faisait allusion. Je frémissais à l'idée du traitement qu'il nous avertissait d'attendre. Ma compagne de danger semblait tout à fait consolée de ce retard. Elle riait et entretenait la famille avec une gaieté infinie. Je tâchais, mais en vain, de suivre son exemple. Mon enjouement sentait la contrainte et les efforts que je faisais n'échappèrent pas à l'attention de Baptiste. « Allons, allons, monsieur, égayez-vous, dit-il. Vous ne paraissez pas tout à fait remis de votre fatigue. Pour remonter vos esprits, que dites-vous d'un verre d'un excellent vieux vin qui m'a été laissé par mon père? Dieu garde son âme, il est dans un meilleur monde. Je sers rarement de ce vin, mais comme je n'ai pas tous les jours de tels convives, voilà une occasion qui mérite une bouteille. » Il donna une clé à sa femme et lui indiqua où elle trouverait le vin dont il parlait. Elle ne parut pas du tout charmée de la commission. Elle prit la clé d'un air d'embarras et hésitait à se lever de table. « As-tu entendu » dit Baptiste d'un ton courroucé. Marguerite lui lança un regard mêlé de colère et de crainte et quitta la salle. Il la suivit d'un œil méfiant jusqu'à ce qu'elle eût refermé la porte. Elle revint bientôt avec une bouteille cachetée de cire jaune. Elle la posa sur la table et rendit la clé à son mari. Je soupçonnai que cette boisson ne nous était pas offerte sans dessein, et j'épiai les mouvements de Marguerite avec inquiétude. Elle était occupée à rincer quelques petits gobelets de corne. Quand elle les plaça devant son mari, elle vit que j'avais l'œil fixé sur elle et, dans un moment où elle crut ne pas être observée des brigands,
Elle me fit signe de la tête de ne point goûter de cette liqueur, puis elle se remit à sa place. Pendant ce temps-là, notre hôte avait débouché la bouteille et, remplissant 2 des gobelets, il les offrit à la dame et à moi. Elle fit d'abord quelques difficultés, mais les instances de Baptiste étaient si pesantes qu'elle fut obligée d'accepter. Craignant d'éveiller les soupçons, je n'hésitai pas à prendre le gobelet qui m'était présenté. À l'odeur et à la couleur, je vis que c'était du vin de champagne, mais quelques grains de poudre qui flottaient à la surface me convainquirent qu'il n'était pas sans mélange. Cependant, je n'osais pas exprimer ma répugnance à le boire. Je le portai à mes lèvres et fis semblant de l'avaler, puis, tout à coup quittant ma chaise, je courus en toute hâte à un vase plein d'eau, placé à quelque distance, où Marguerite avait rincé les gobelets. Et feignant de crécher le vin avec dégoût, je profitai de l'occasion pour le vider dans le vase sans être aperçu. Les brigands parurent alarmés de mon action. Jacques se leva à demi de sa chaise, porta la main à sa poitrine, et je découvris le manche d'un poignard. Je revins tranquillement à mon siège, et j'eus l'air de ne pas avoir remarqué leur trouble. « Vous n'avez pas rencontré mon goût, honnête ami, dis-je en m'adressant à Baptiste. Je n'ai jamais pu boire de vin de champagne sans qu'il m'incommodât violemment. Je viens d'en avaler plusieurs gorgées avant d'en reconnaître la nature, et j'ai bien peur de payer cher cette imprudence. » Baptiste et Jacques échangèrent des regards d'incrédulité. « Peut-être, dit Robert, l'odeur vous en est désagréable ?» Il quitta sa chaise et ôta mon gobelet. Je remarquai qu'il examinait s'il était à peu près vide. « Il doit avoir bu suffisamment, dit-il tout bas en se rasseyant. » Marguerite paraissait craindre que je n'eusse goûté de cette liqueur. Je la rassurai d'un coup d'œil. J'attendais avec anxiété les effets que le breuvage produirait sur la dame. Je ne doutais pas que les grains de poudre que j'y avais observés ne fussent du poison, et je déplorais l'impossibilité où j'avais été de la prévenir du danger. Mais peu de minutes s'étaient écoulées lorsque je vis ses yeux s'appesantir. Sa tête s'affaissa sur son épaule, et elle tomba dans un profond sommeil. Je feignis de ne pas m'en apercevoir, et je continuai ma conversation avec Baptiste d'un air aussi gai que possible. Mais lui, il ne me répondait plus sans se contraindre. Il me regardait d'un œil de soupçon et de surprise, et les 2 bandits chuchotaient entre eux fréquemment. Ma position devenait de plus en plus pénible. Je soutenais mon rôle de confiance de plus mauvaise grâce que jamais. Ayant également peur de voir arriver leurs complices et d'être soupçonné de connaître leurs desseins, je ne savais comment dissiper la méfiance qu'évidemment les brigands avaient de moi. Dans ce nouveau dilemme, l'humanité de Marguerite m'assista encore. Elle passa derrière la chaise de ses 2 beaux-fils, s'arrêta un moment en face de moi, ferma les yeux et pencha la tête sur l'épaule. Ce signe aussitôt me tira d'incertitude. Il me disait d'imiter la baronne et de faire comme si la liqueur avait eu sur moi son plein effet. J'en profitai, et dans peu d'instants, j'eus parfaitement l'air d'être plongé dans le sommeil. « Bon !» s'écria Baptiste lorsque je me renversai sur ma chaise. « Enfin il dort !» Je commençai à croire qu'il avait flairé notre projet et que nous serions forcés de le dépêcher à tout événement. « Et pourquoi ne pas le dépêcher à tout événement ?» demanda le féroce Jacques. « Pourquoi lui laisser la possibilité de trahir notre secret ? Marguerite, donne-moi un de mes pistolets, un doigt sur la détente, et tout sera dit. » « Et supposez, repartit le père, supposez que nos amis n'arrivent pas ce soir. Nous ferons une jolie figure demain matin quand les domestiques le demanderont. Non, non, Jacques, il faut attendre nos camarades. Avec eux, nous sommes assez forts pour dépêcher les valets aussi bien que les maîtres, et le butin est à nous. »
Si Claude ne trouve pas la troupe, il faut nous résigner et laisser la proie nous glisser entre les doigts. Ah, garçon, garçon, si vous étiez arrivé seulement 5 minutes plus tôt, l'Espagnol avait son affaire, et les 2000 pistoles étaient à nous. Mais vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. Vous êtes les plus maladroits coquins. Bon, mon père, répondit Jacques, si vous m'aviez cru, tout serait fini à l'heure qu'il est. Vous, Robert, Claude et moi. Les étrangers n'étaient que le double de nous, et je vous garantis que nous serions venus à bout d'eux. Enfin, Claude est parti, il est trop tard maintenant pour y songer. Il faut attendre patiemment l'arrivée de la bande, et si les voyageurs nous échappent cette nuit, il ne faudra pas manquer de les attendre demain sur la route. Bien dit, répliqua Baptiste. Marguerite, avez-vous donné la boisson assoupissante aux femmes de chambre? Elle répondit affirmativement. Alors tout est en règle. Allons, allons, enfants. Quoi qu'il advienne, nous n'avons aucune raison de nous plaindre de l'aventure. Nous ne courons aucun danger. Nous avons beaucoup à gagner et nous ne pouvons rien perdre. En cet instant, j'entendis des pas de chevaux. Oh, comme le son en fut terrible à mon oreille. Une sueur froide me coula du front et j'éprouvai toutes les angoisses d'une mort imminente. Je n'étais nullement rassuré d'entendre la bonne Marguerite s'écrier avec l'accent du désespoir « Dieu tout-puissant, ils sont perdus !» Heureusement, le bûcheron et ses fils furent trop occupés de l'arrivée de leurs complices pour faire attention à moi. Autrement, la violence de mon agitation les aurait convaincus que mon sommeil était simulé. « Ouvrez, ouvrez !» crièrent plusieurs voix en dehors de la cabane. « Oui, oui !» répondit Baptiste avec joie. « Voilà nos amis pour le coup. Maintenant notre butin est assuré. En route, garçons, en route. Menez-les à la grange. Vous savez ce qu'il faut y faire. » Robert se hâta d'ouvrir la porte de la cabane. « Mais d'abord, dit Jacques en prenant ses armes, d'abord laissez-moi dépêcher ces dormeurs. »« Non, 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 repartit le père. Allez à la grange où l'on a besoin de vous. J'aurai soin de ceci et des femmes d'en haut.